Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'infos. Aujourd'hui, nous allons parler du Canadien Can-Am qui présente ses premières motos électriques, de Tesla qui prépare une nouvelle version de son SUV Model Y à Berlin, et enfin d'un abonné qui a sauté le pas du tout électrique après une Opel Ampera. Avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier particulièrement tous les soutiens financiers de la chaîne qui m'aident bien en ce moment. Entre Tipeee, Utip et les abonnements directs par le bouton rejoindre sur YouTube, vous m'apportez un peu d'air au niveau du budget car l'été est un moment qui est toujours extrêmement compliqué au niveau financier en général pour les créateurs YouTube. Les revenus publicitaires en cette période sont faibles et ça fait vraiment du bien d'avoir un petit coup de main de votre côté. Merci beaucoup. Malheureusement, ce mois-ci a été en plus ponctué par des problèmes inattendus. J'ai perdu mon Insta360 lors d'une chute à grande vitesse pendant un tournage, eu quelques dégâts sur ma moto suite à une chute à l'arrêt, dû remplacer une jante de Snoopy suite à un passage malencontreux dans un nid de poule, et maintenant c'est le châssis d'un de mes drones qui présente une fissure et qui doit être remplacé. Une partie des réparations et de remplacement de matériel ont été possibles grâce à votre générosité et je voulais absolument vous en remercier. Je vous rappelle également que les t-shirts et autres vêtements et accessoires sont disponibles sur la boutique si vous voulez porter les couleurs du choucroute garage. Ils m'aident aussi à financer la production des vidéos. Merci beaucoup. Qui n'a jamais croisé un de ces bizarres engins à 3 roues que sont les Can-Am Spyder? Leur silhouette caractéristique fait la renommée de la marque canadienne. Pourtant, Can-Am, c'est aussi des quads et des véhicules tout-terrain légers de loisirs ou de travail, mais également, historiquement, des motos tout-terrain. C'est en 1973 que la marque naît avec des machines légères motorisées par Rotax, autre filiale du groupe Bombardier. Propriété du Canadien depuis 1970, le motoriste autrichien se retrouve dans toutes les machines Can-Am, mais aussi Skidoo, Sea-Doo, Evinrude et autres Manitou. Depuis maintenant quelques années, Rotax travaille sur la propulsion électrique, comme je l'avais évoqué dans un ancien éclair d'infos au sujet du projet de karting électrique E20, et trouve ici une première application dans 2 motos électriques que vient de dévoiler Can-Am. D'un design très minimaliste et anguleux, la gamme se déclinera en 2 versions, le Trail Origin et la routière Pulse. Si on peut déjà deviner quelques technologies en voyant ces premiers prototypes, il reste de grandes inconnues comme la puissance ou le couple des moteurs, leur batterie ou leur positionnement prix. Toutefois, à la vue des machines, on peut espérer qu'il s'agit de version 125 pour permettre une large diffusion en Europe. En effet, si elle ne semble pas emmener de grosses batteries ni de gros moteurs très puissants, le constructeur a annoncé qu'il y aurait bien assez de couple et de puissance. On peut donc espérer des motos permettant un usage périurbain ou de loisir. Le carter de transmission suggère une courroie qui est carénée, et le freinage semble destiné à des machines légères puisque faisant confiance à un simple disque à l'avant. Niveau recharge, Can-Am annonce des capacités de niveau 2 et donc laisse supposer en Europe des câbles de recharge T2. Quant à la capacité du chargeur intégré, mystère encore une fois. Reste à en connaître encore le prix et la disponibilité. Pour le moment, Can-Am annonce 2024 et on espère que le programme ne rencontrera pas de retard. En tout cas, il me tarde d'aller essayer ces machines. J'en parlais il y a quelques mois au sujet de la Tesla Compact et aujourd'hui la rumeur d'un contrat de fourniture entre BYD et Tesla semble prendre de plus en plus réalité. Plus insistantes et précises, ces rumeurs s'orientent vers la fourniture de batteries structurelles BYD Blade à la Gigafactory de Berlin. On peut s'étonner de voir l'usine de Shanghai exclue de ce potentiel deal. Il faut pourtant bien préciser que l'usine Tesla chinoise est équipée pour produire des modèles Y avec un pack batterie non structurel et donc doit être remise à niveau avant de pouvoir intégrer les packs 4680 ou BYD Blade. Selon les sources chinoises, les livraisons auraient déjà commencé à la Giga Berlin. Cette rumeur est encore renforcée par la découverte par teslamag.de, site d'information allemand sur Tesla, d'une fiche d'homologation pour une nouvelle version du modèle Y en Europe. Dotée d'une batterie de 55 kWh, elle permet une autonomie de 440 km WLTP. C'est un peu moins que la version chinoise à 60 kWh, mais l'infrastructure de recharge en Europe de l'Ouest étant plus importante qu'en Chine et les distances moins importantes, cela prend du sens.
Le modèle est une propulsion, donc à un seul moteur, et dispose, selon teslamag.de, d'un pack structurel. Le poids de la nouvelle version baptisée Y7CR serait de 2087 kg, contre 2183 pour la version 60 kWh propulsion chinoise équipée de cellules CATL. Ces informations, si elles sont vérifiées, permettent d'espérer un modèle Y plus abordable sur le marché européen pour très bientôt. Attention toutefois de ne pas vous réjouir trop tôt. Les prix actuels de toutes les voitures électriques étant très élevés, sa mise à prix devrait être supérieure à une Tesla Model 3 de base. Je table donc sur un 55 990 € hors option pour ma part. En tout cas, nous n'allons pas tarder à être fixés et c'est une bonne nouvelle pour la montée en cadence de la production européenne de la Gigafactory berlinoise. Avec l'arrivée également en 2023 des cellules 4680, la productivité berlinoise devrait faire un bond de géant. En effet, la diversité des sources d'approvisionnement de Tesla pour des éléments critiques comme les composants électroniques ou les batteries permet aux constructeurs américains de lever les barrières d'une augmentation de sa production. À ce jour, les 18650 et 2170 utilisés à Fremont sont produites par Panasonic pour les deux références et LG également pour la seconde. Les 2170 de Shanghai sont produites par LG aussi, tandis que les cellules prismatiques LFP sont sourcées chez CATL, tout comme celles qui sont utilisées par l'usine de Fremont. Pour Austin, les 4680 sont produites à l'usine pilote de Ketorode à Fremont temporairement, le temps pour l'usine du site de monter en cadence pour la production en interne. Berlin utilise des 2170 en provenance de Chine, produites par LG pour l'instant, mais produira aussi en interne ces 4680. L'ajout des packs structurels en BYD Blade à toute cette myriade de fournisseurs est clairement un très bon signal pour l'augmentation des productions futures de Tesla et l'approvisionnement des prochaines Giga ou Terafactory planifiées par Elon Musk. Dommage pour les anti-Tesla qui risquent bien d'en voir bientôt à tous les coins de rue. Pour terminer cet éclair d'infos, dans le cadre de notre émission Long Range, j'ai invité Jean-François à nous présenter son parcours en voiture électrique et surtout ces deux autos qui ont toutes deux une place spéciale dans l'histoire de la voiture électrique. Tout d'abord une hybride en ligne qui est de la version européenne de la Chevrolet Volt, à savoir l'Opel Ampera, et la Tesla Model S. Jean-François, raconte-nous un petit peu l'histoire de cette Ampera. Sparky, en fait, je l'ai découverte il y a plus de 11 ans maintenant. Enfin, ça fait 3 ans que je l'ai, mais en fait, j'avais vu les prémices, on va dire, des showrooms, on va dire, à la télé. Et puis après ça, effectivement, je l'ai casé dans un coin de ma tête parce que le budget n'était pas là et puis il était impossible en fait de l'essayer ni l'avoir en concession. Donc quelques années plus tard, il y a 3 ans en fait, j'ai changé de travail et puis il y avait des charges électriques et l'idée m'est revenue et j'ai cherché sur le bon coin et j'ai trouvé Sparky. Voilà. Donc j'ai beaucoup étudié en fait la voiture avant parce que entre ces 7 années on va dire où je l'ai vue la première fois et tout ça. Et au moment où, avant de l'acheter, j'ai quand même pas mal étudié, on va dire, la cinématique pour me renseigner aussi sur les batteries, sur ces choses-là. Parce que comme tout le monde, on était un peu inquiet voilà, pour tout ce qui se dit, on va dire, sur les batteries. Et quand j'ai vu comment était conçu le système de refroidissement, la longévité, pourquoi je l'ai appelé Sparky, c'est parce que en fait, il y a l'histoire sur Internet d'une Chevrolet Volt que le propriétaire a dénommé Sparky. Et quand on regarde l'historique, en fait, ça donne confiance, on va dire. Ouais, elle a quoi, 680 000 km? Voilà, c'est ça, tout à fait. Et elle roule toujours, voilà. Alors, autre précision, Jean-François a été dans les métiers d'automobile chez un équipementier, donc forcément, il a quelques notions techniques qu'on n'a pas forcément tous, mais qui finalement aident bien au choix. Tout à fait. Effectivement, on est un peu plus sensible à certains domaines. Moi, je travaille aussi dans la partie automatisme et robotique. Donc là, le véhicule électrique, pour moi, il a un sens parce que je programme des moteurs électriques, etc. Donc, pour moi, je connais les rendements, etc. Ce que tu exposes régulièrement sur ta chaîne. Pour moi, en termes d'efficience, voilà, il y a pas mieux quoi, par rapport à un moteur thermique qui nous brûle les 3/4, on va dire, dans l'atmosphère. Ouais, tout à fait. À part ça, tu as fait quoi, 100 000 km avec à peu près? Plus de 100 000 km, oui, j'avais 68 000 quand je l'ai acheté d'occasion, et là 172 000, donc voilà, on a fait plus de 100 000 km, pratiquement sans encombre, hormis là dernièrement le système de recharge, mais qui est résolu par reprogrammation. Oui, c'était un problème de reprog, voilà, tout simplement. donc ça a été, voilà, donc elle a
très bien servi là toutes ces années, sans souci majeur. Ok. Et voilà, en gros, en consommation classique, tu es à quoi? Alors aujourd'hui, on va dire, si je compte en thermique, l'ordinateur de bord d'ailleurs doit l'afficher, je suis à 3,6 litres, on va dire, sur la moyenne. Ouais. Voilà, sachant que j'arrivais dans mon ancien boulot à rouler pratiquement toute l'année en 100% électrique. C'est pour ça que j'étais même descendu à 2,3. Ouais. Maintenant, ça a remonté la moyenne parce que je travaille plus sur des longs trajets. D'accord. Donc la moyenne a remonté. Mais voilà. Le maximum que j'ai atteint en électrique, c'est 100 km. Voilà, dans des configurations un peu spéciales en montée et descente dans l'Ardèche. Donc elle a quand même un système de régénération qui est correct pour moi. Il ne vaut peut-être pas certaines autres. Il est efficace, ouais. Il est efficace en tout cas. Le constructeur donnait 80 miles, mais bon, ça reste une donnée constructeur à l'époque, donc c'était 140 km, mais en règle générale, effectivement, c'est à peu près 100 km en tout électrique, sachant que ce n'est pas une hybride. Je précise bien, la Chevrolet Volt ou l'Ampera ne sont pas des hybrides, ce sont des hybrides en ligne, ce qui est très différent, puisque c'est une voiture électrique avec un prolongateur d'autonomie, comme la BMW i3 Rex par exemple. Donc, autre particularité de cette voiture-là, c'est que par rapport à d'autres qui ont besoin d'avoir le moteur thermique pour tourner et avoir un maximum de sa puissance, comme c'est le cas sur une Fisker Karma qui partage toute la technologie de cette voiture-là, eh bien là, il n'y a pas besoin. En fait, c'est une vraie électrique tout le temps et le moteur thermique n'entraîne jamais les roues. Voilà. Et du coup, la moyenne en fait en électrique, j'ai toujours fait environ 60 km en électrique. Et le minimum que j'ai fait en électrique, c'est 40 bornes. En fait, j'ai toujours pu faire le trajet Célestat à Strasbourg pour mon travail en tout électrique, partout. La batterie a toujours réussi à faire un trajet complet d'au moins 42 km. Donc en moyenne, je dois dire que je faisais 60 km avec un chien et des records à 100 bornes quand les conditions s'y prêtaient. Ok, c'est toujours intéressant de voir les gens qui ont une expérience dans l'automobile, qui ont vécu l'automobile et ses évolutions et qui ont fait des évolutions. Et pour la rubrique Long Range, c'est toujours sympa quand on voit que une hybride en ligne aujourd'hui se transforme en... qu'est-ce qui se passe? Alors je l'ai appelé Obi-Wan. Obi-Wan. Par rapport à un de tes autres... on va dire, l'histoire de Palpatine. Voilà. Ouais, okay. En fait, c'est pour ça que j'ai acheté chez Chrysler. Parce que voilà, je cherchais aussi un vendeur de confiance, parce que voilà, on peut avoir de tout et n'importe quoi. Et du coup, j'ai vu qu'il avait des choses intéressantes. Alors, donc Obi-Wan, c'est une 75D? C'est ça, 75D, oui. PTX 5, oui. Je précise. Oui. Donc c'est une vraie 75D. Oui, tout à fait. Donc elle a les sièges normaux, cuir tissu. Tout à fait. Donc avec l'intérieur en laqué. Laqué. Ça, par contre, c'est beaucoup de boulot à entretenir. Hein, j'évite de mettre les doigts dessus. Voilà. C'est une auto qui date de quand? Alors, elle est de mars 2017. Ok. Voilà. Donc tu bénéficies des superchargeurs? Ouais, c'est une des dernières, hein, je pense. Lié au véhicule, on va dire, c'est une des dernières. Elle a les suspensions pneumatiques. Ouais, voilà. Que la mienne n'a pas, par contre. Bon, par contre, elle n'a pas le toit ouvrant. Pour moi, c'est pas... j'apprécie plus ou moins les toits ouvrants, enfin surtout les toits en verre, ça a tendance des fois un peu à chauffer à mon goût, après, voilà. Alors sur les 3 et les Y, un petit peu, il faut être honnête. Sur les S, en tout cas sur la mienne, le système, le traitement est très bon. Donc même en plein cagnard, tu ne sens aucune chaleur. D'accord. Voilà. Bon, après, c'était pas un critère, donc moi c'est fait. Voilà. Elle est encore à MCU1, du coup, je pense que ça doit coller. Alors MCU1, comme la mienne. Moi je l'ai fait changer. Ouais. Ce sera le prochain investissement. Ouais, après c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a l'impression que c'est évident. Moi j'ai eu beaucoup de mal à comprendre, à me dire que c'est bien, j'ai bien fait de le faire, etc.
Mais en fait, dernièrement, j'ai pas mal touché à des voitures avec du MCU1. Ouais. Et là, pour le coup, je me suis vraiment rendu compte du fait que... Oui, bah, j'avais vu ta vidéo justement sur ton passage MC1, MC2 à l'époque. Et c'est vrai que quand il m'a dit qu'il était MC1, c'est pour ça que je me suis pas attardé sur ce détail. J'ai dit on verra à l'usage et effectivement aussi plus tard. Voilà. Moi, c'est plus quand je vais en Allemagne, les changements de réseau qui, des fois, peuvent être un peu longs, on va dire. Ouais, Voilà. ça c'est vrai. Les changements de réseau sont un petit peu longs. Donc, alors par contre, il t'est arrivé quelques bricoles avec ta voiture? Ah oui, bah, pour l'instant, j'ai quelques petits soucis de vibration, on va dire. Voilà. Et visiblement, Tesla patine un peu pour trouver les problèmes. Et... Oui, pour l'instant, c'est pas ça. On change des pièces, hein, donc c'est un peu dommage pour ça. J'espère que ce sera résolu rapidement. Donc, Après, on peut vraiment mettre aussi en avant le professionnalisme de Chrislin. oui, tout à fait, parce que pour l'instant, il assure, on va dire, du moins financièrement, puisque Tesla ne prend pas en charge. Donc, du coup, là-dessus, je remercie Christin parce qu'il a vraiment tout pris en charge jusqu'à présent. Voilà, ce qui fait que, on va dire, ça reste, on va dire, un rêve qui ne devient pas un cauchemar parce que effectivement Christin prend le relais, quoi. Là, j'ai commuté sur un autre service center en espérant qu'effectivement les choses soient résolues rapidement. J'ai remis la caméra en route parce que tu nous as dit, tu m'as dit un truc hors caméra qui est très intéressant. Ta voiture s'appelle Obi-Wan parce que... C'était parce que je voulais un petit peu instaurer de la sagesse dans ma conduite. Voilà. D'accord. Avec une voiture de 4 roues motrices, plus de 400 chevaux. Ouais, effectivement. Ça... Vaut mieux avoir un peu de sagesse si voilà. tu veux garder ton permis. Sachant que voilà, dans la famille, on aime bien rouler. Je me suis dit, passer de 160 chevaux à 400 chevaux, j'ai dit, il va y avoir des points qui vont fumer. Donc j'ai dit, on va y aller doucement. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé Obi-Wan. Voilà. On roule beaucoup plus zen. Enfin, moi, depuis que je roule en électrique, déjà avec l'Ampera, c'est vraiment plus confort. On apprécie le coulé, etc. On n'est plus dans je passe les rapports comme une brutasse, etc. Ouais. C'est vraiment, on est dans la zénitude, hein. On est un peu comme ce que je dis souvent sur un tapis volant, on est vraiment en zen. Et ça incite forcément, plus que les histoires de consommation d'autonomie, parce que ça, j'ai jamais trop fait attention. C'est suffisant sur cette voiture. Avec une Tesla, on fait pas gaffe. Hein. Voilà. C'est plus pour le confort et puis l'agrément en fait de conduite en fait, effectivement. On se fait plaisir une ou deux fois, on envoie le pâté, et on se fait plaisir, on fait plaisir à des amis ou à des collègues en leur faisant une petite frayeur, et voilà. Mais le reste du temps, c'est vraiment plus agréable de rouler zen, et effectivement, c'est très agréable. C'est marrant, paradoxalement, alors c'est un ressenti que moi j'ai là par rapport en étant passager, j'ai l'impression que paradoxalement la Tesla semble de l'intérieur plus petite. Alors pas en termes de volume intérieur, mais en termes de ressenti. Ressenti, ouais. C'est le pare-brise qui est plus près, hein, comme on disait, le style allemande, BM, etc. Le pare-brise beaucoup plus près, alors que l'Ampera, on a un pare-brise qui part très très loin. Et on est plus loin du pare-brise, donc on a l'impression d'une grosse voiture, alors qu'elle est beaucoup plus petite que celle-ci, quoi. Et à la conduite, c'est marrant parce que c'est pareil, elle semble plus légère que l'Ampera, qui fait très lourde. Tout à fait, elle est plus dynamique, hein. L'Ampera, bon, de toute façon, pas les mêmes accélérations en termes de prestations, même si au début, l'Ampera, par rapport à une thermique, je la trouvais punchy. Aujourd'hui, quand je compare, je fais « Ah, mince, elle est un peu lourde ». Voilà, mais effectivement, il n'y a pas le même dynamisme, ça c'est clair, ça répond tout de suite, dès qu'on appuie, il n'y a pas photo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'être resté jusqu'à la fin. Si mon travail vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et de vous abonner si ce n'est déjà fait, en vous remerciant. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao.